Merci beaucoup de votre présence. Alors, cette heure a été pompeusement intitulée Masterclass. Alors, peut-être qu'une expression comme retour sur l'expérience serait plus modeste et sans doute plus adéquate à ce que je vais faire. Donc, mon but, c'est pas du tout de vous donner une leçon de journalisme, ni de vous convaincre que ce que je fais, c'est la bonne façon de faire, parce que je suis tout à fait conscient des lacunes et des biais par lesquels je traite ces questions, ni de vous faire non plus une histoire de la manière dont les médias ont traité et traitent encore la question numérique, parce que ça nécessiterait d'être beaucoup plus précis que je ne vais l'être. L'objectif, c'est juste de vous faire part de quelques réflexions qui proviennent de 15 ans d'expérience du métier dans différents médias, en espérant qu'elles vous intéressent et qu'elles rejoignent vos préoccupations. Et j'espère pas être trop bavard pour qu'on puisse ensuite discuter. Alors, juste pour me présenter rapidement, j'ai d'abord animé sur France Culture une émission qui s'appelait Place de la Toile, qui était une émission hebdomadaire dédiée à la technologie et aux cultures numériques. C'était à la fin des années 2000. Sur la même antenne, j'ai fait parallèlement et pas parallèlement plusieurs saisons de chroniques quotidiennes en fin de matinale, toujours sur les questions numériques. Après, j'ai mis les mains dans le cambouis en étant rédacteur en chef du site d'information Rue 89. Quand je dis les mains dans le cambouis, c'est que c'était tout à coup faire de la presse en ligne et puis travailler avec des développeurs qui étaient jamais d'accord avec ce que disent les journalistes des technos, etc. Enfin, c'était la confrontation de milieu, quoi. Et depuis 5 ans, je fais pour France Inter un podcast qui s'appelle Le Code a changé. Mais en parallèle, j'ai toujours continué à faire autre chose. D'abord à lire de la littérature, parce qu'au fond, je pense que c'est ce que j'aime le plus faire, lire dans mon lit. À lire aussi des sciences humaines et sociales qui n'ont absolument rien à voir avec le numérique. Et aujourd'hui, par exemple, en fait, le code a changé. Je fais ça le soir et le week-end, mais mon vrai travail, c'est de travailler au service idée d'une nouvelle ops, où j'écris quasiment jamais sur le numérique. Donc, je suis pas à proprement parler un journaliste spécialisé, ce qui fait que j'ai bien des lacunes, comme je vous le disais. Mon regard est extrêmement biaisé, avec un fort tropisme sciences humaines et sociales, ce qui fait qu'il y a des champs entiers qui sont vraiment des points aveugles. Par exemple, je parle très peu d'économie parce que j'y comprends pas grand-chose, que j'ai du mal à traiter la vie des entreprises, par exemple. J'ai du mal à interviewer des gens qui travaillent dans des entreprises. Je dis ça un peu grossièrement, mais alors que bon, il s'y passe quand même plein de choses très intéressantes. Voilà, ça c'est un biais malheureux. Mais bon, je constate malgré tout que le numérique est resté une ligne force tout au long de ces années et parfois assez mystérieusement, je l'avoue. Alors en 15 ans, que s'est-il passé dans le traitement médiatique des questions numériques ? Eh bien, à la fois beaucoup de choses et pas grand-chose. Et ça ne cesse de m'étonner. Alors, dans les choses qui se sont passées, on pourrait parler d'une acculturation générale. C'est des évidences par lesquelles je vais commencer, mais on est presque tous devenus des usagers, y compris les journalistes, même si la part de l'électronisme et de la population mal équipée reste très importante. La situation actuelle n'a évidemment rien à voir en termes d'acculturation avec ce qui s'est passé il y a 15 ans. C'est une évidence. Vous regardez un wagon de métro, vous regardez un wagon de train, vous regardez une file d'attente et vous voyez des gens qui sont sur leur téléphone. Et pour un nombre d'activités, évidemment, ça c'est des évidences de plus en plus grandes. Il suffit de réfléchir 2 secondes à toutes les activités qui sont médiées par un objet technologique. C'est incommensurable avec ce qui s'est passé il y a 15 ans. Et parfois sans qu'on l'ait choisi. Sans qu'on l'ait choisi, bon, ça il faudrait y réfléchir, mais je pense qu'il y a eu une grosse rupture qui s'est passée au moment du Covid. On a eu une sorte d'acculturation forcée. Voilà, pour plein de raisons qui sont encore une fois assez évidentes, mais qui a, je pense, et encore une fois, on peut regarder autour de nous, qui a tout à coup nous obligé à médier un nombre de choses absolument incroyables. Enfin, juste un exemple, mais et provoquant par ailleurs des choses qui sont, je pense, assez violentes. Je donne un exemple qui n'est pas forcément des plus violents, mais je prenais l'autre jour l'autoroute A86, qui est l'espèce d'autoroute qui fait le tour de Paris comme ça. Voilà.
Non, pardon, je prenais la 14. Qui est l'autoroute des riches, vous savez, qui permet de relier l'autoroute qui vient de Normandie à Paris. Voilà, c'est un truc où on paye des péages, c'est extrêmement cher, mais ça permet d'éviter... enfin bon, peu importe, on s'en fout un peu, mais bref, on payait des péages chers, et puis tout à coup, un jour, vous prenez l'autoroute, comme ça, vous êtes dans votre voiture, et on vous dit péage fluide, c'est ça le nom, ou un truc comme ça, péage fluide. Et alors vous avez dit péage fluide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même un magnifique oxymore, un péage fluide. Et puis on vous dit il faut payer sur tel site. Alors là vous êtes là dans votre voiture à vous dire merde, il faut payer sur un site. Et puis tout à coup arrive le péage, vous passez et puis vous oubliez évidemment qu'il fallait payer. Et puis vous recevez 10 jours plus tard un truc qui vous dit que vous avez un paiement majoré. Enfin bon, c'est pas pour la question de la majoration, mais c'est la question de qu'est-ce qui se passe pendant les 10 minutes. Moi, j'étais là, alors que bon, j'ai 50 ans, que je manie, alors je suis pas un grand manipulateur des objets techniques, mais quand même plus que beaucoup de gens. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il faut que je paye? Où? Etc. Machin. Et on m'a raconté, parce que j'ai fait part de cette expérience fort passionnante à des gens qui m'ont tous dit, ah oui, mais moi, mes parents étaient hyper angoissés, ils m'ont appelé après, etc. C'est un exemple, évidemment, très trivial, mais de ce processus d'être forcé à des interactions numériques dans des espaces où on ne l'était pas. Bon, voilà. Donc c'est pour illustrer le fait que dans cette migration de nos activités, nos interactions, etc., il y a eu aussi des passages forcés. Il y en a tout le temps dans notre vie administrative, etc. Donc une acculturation générale, forcée ou pas. Une incorporation gestuelle, évidemment. Évidemment, je ne vous ai pas projeté ce que j'aurais dû vous projeter, c'est-à-dire qu'il y a un peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Lévillane, qui fait partie de la jeune garde de la peinture française, qui a peint il y a quelques années comme ça un portrait, je crois qu'il l'appelle un homme au portable. Et donc c'est un truc tout bête, hein. Il fait de la peinture assez réaliste, assez néo-réaliste comme on fait aujourd'hui. Et vous avez comme ça juste un mec qui est dans la rue, qui pourrait être dans la rue comme on en voit, comme on est nous-mêmes, et qui est sur son téléphone comme ça. Et Thomas a saisi de manière absolument merveilleuse cette espèce de mouvement du corps, de la tête baissée qu'on a quand on est face à notre téléphone, qui est une incorporation tout à fait nouvelle. Enfin, je pense que cette position n'existait pas, en tout cas pas de la même manière. C'est pas celle qu'on avait avec un livre, c'est pas voilà. Et donc il y a aussi une acculturation qui est une acculturation de l'ordre du corps. Alors évidemment, je vais pas vous faire la petite poussette ou etc., mais des gestes. Voilà, c'est absolument fascinant avec des enfants, si vous avez des enfants, de les voir faire des gestes qui sont des gestes produits par les objets. Donc ça va jusqu'à la question de l'incorporation. Alors on dit souvent, oui, il y a acculturation, il y a incorporation, mais les gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Juste, c'est une référence, parce que je suis pas complètement à côté, c'est une référence à Madonna, qui, quand on lui demandait pourquoi elle couchait avec des hommes jeunes, disait « Les jeunes ne savent pas ce qu'ils font, mais ils le font toute la nuit ». Sans doute, donc c'est sans doute pas à la hauteur de nos usages, mais quand même. Alors, on a tous pris conscience des questions posées par les technologies. On pourrait même s'amuser d'ailleurs à constituer une sorte de chronologie des événements qui ont été les grands marqueurs de cette acculturation individuelle et collective aux questions posées par le numérique. Alors évidemment, c'est très lacunaire, mais sans remonter jusqu'à la création du web, on pourrait dire que Napster et les plateformes de piratage, par exemple, ont été un moment. Le smartphone, évidemment, et la diffusion énorme du smartphone a été un autre moment. Wikileaks aussi a montré les effets politiques et géopolitiques très concrets d'une autre manière de produire et de diffuser l'information. L'affaire Snowden a révélé sur quoi alertaient les spécialistes et qui ne pénétrait pourtant pas le grand public, à savoir évidemment la surveillance d'État. L'affaire Cambridge Analytica était un autre moment. Elle a mis à jour ce qu'on pouvait faire politiquement de données qui étaient fournies par nous-mêmes à travers les réseaux sociaux. Et plus dernièrement, bon, évidemment, la sortie de ChatGPT a été un autre moment qui marque une étape dans la conscientisation collective. Et ça change des choses très concrètes pour un journaliste. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on n'a plus besoin d'expliquer. Quand même à des auditeurs non geeks, voire carrément réticents à la techno. Moi, quand j'ai commencé à faire Place de la Toile sur France Culture, donc c'était, je sais plus, 2009 ou un truc comme ça. Oui, c'est même 2008, enfin, peu importe, mais c'est-à-dire que Facebook commençait à être important, Twitter arrivait à peine en France, etc. À chaque fois qu'on parlait de ce type de service, il fallait expliquer ce que c'était.
Évidemment, aujourd'hui, c'est tout un cheminement qu'on a absolument plus à faire et qui change la manière, évidemment, dont, quand on est journaliste, les gens partent avec un capital de connaissance de l'objet parce qu'ils l'utilisent, parce qu'ils y ont réfléchi, etc., qui est complètement autre, hein, et ça accélère donc la possibilité de poser les problématiques un peu plus générales. Évidemment, autre chose qui a changé, c'est l'écosystème de la presse. Alors, je ne vais pas revenir en détail, mais juste quelques petits éléments. La consommation de la presse a évidemment changé, du fait du numérique. La part de la lecture papier diminue énormément par rapport à la lecture du numérique. La lecture sur numérique, ça c'est évident aussi, c'est évident. Et en plus, la consultation à tout moment de la journée et de la semaine. Imaginez, moi je travaille donc au Nouvel Obs. Le Nouvel Obs, le Nouvel Observateur, c'est un newsmag hebdomadaire. Qu'est-ce que c'est qu'un newsmag hebdomadaire aujourd'hui? Enfin, à quoi ça sert? À quoi ça sert de publier chaque jeudi un numéro qui a été préparé 10 jours avant? Donc quasiment tous les papiers ont été écrits 10 jours avant. Qui lit ça, quoi? Qui a envie de lire ça? D'ailleurs, plus personne nous lit. De moins en moins de monde, quoi. Donc du coup, on est obligé de se transformer on faut continuer à être un hebdomadaire parce que notre modèle, ça reste le papier, nos abonnés papier, la pub papier, etc. Mais en même temps, en fait, on est obligé de produire au quotidien quelque chose qui ressemble à un quotidien en ligne, quoi. Ça, dans la pratique, c'est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, alors pour nous, moi, je fais partie bizarrement, des plus jeunes, mais enfin, il y a des plus jeunes, hein, mais ce que je veux dire, des arrivés plus récemment. Mais imaginez des gens qui, pendant toute leur carrière, ont fait un article toutes les 3 semaines, qu'ils avaient 3 semaines pour écrire, et à qui tout à coup on demande de réagir dans la journée à une déclaration politique, à un truc comme ça. Ça n'est pas le même métier. Bon. Donc c'est des implications très concrètes dans le métier. À la radio et à la télévision, c'est la même chose. Vous le savez très bien, bien que Radio France, par exemple, se targue de chiffres absolument mirobolants, on sait qu'en valeur absolue, le nombre d'auditeurs et de téléspectateurs de la diffusion en flux diminue. Enfin, diminue de manière catastrophique. Bon. Évidemment, il y a des tranches qui restent très hautes. Ça se concentre sur des tranches, en fait, les auditeurs. Donc, le matin, énormément. Les matinales continuent de croître. Le midi, ça marche encore en début d'après-midi, mais en gros, toutes les tranches intermédiaires sont en train de disparaître de manière cataclysmique, quoi. Plus personne n'écoute la radio après 21h. Bon. Alors ça produit des effets qui sont des effets très, très évidents. C'est-à-dire qu'on resserre les grilles. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de moins en moins d'émissions nouvelles à partir de 21h, 22h. C'est-à-dire que c'est des rediffs, des trucs comme ça, etc. Parce que ça ne sert à rien de produire de la nouveauté en flux pour pas d'auditeurs. Et évidemment, l'auditeur ou le téléspectateur moyen, mais ça vous le savez aussi bien que moi, est de plus en plus âgé. Seuls les vieux gardent des réflexes classiques dans la consommation des médias. Les plus jeunes, quand ils ont recours à des médias traditionnels, le font de manière délinéarisée. Ça change évidemment. Ce qui a beaucoup changé, c'est la question du modèle économique, la migration de la pub du papier vers le web, par exemple. Et l'apparition aussi de nouvelles formes de médias, les pure players, comme Mediapart par exemple, évidemment le podcast, et puis aussi des émissions sur Twitch, etc. Enfin, je ne vais pas vous énumérer les nouveautés qu'on a vues apparaître. Pendant ce temps-là, ce qui a changé aussi, ce sont les technologies. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser aux tech, le grand truc, c'était le Web 2.0. Les réseaux sociaux. Moi, je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu parler de Twitter sur le plateau, c'était Bruno Patino qui était chroniqueur. Donc Bruno Patino, c'était celui qui avait créé Le Monde.fr et qui maintenant dirige Arte, qui était venu parler de Twitter parce qu'il revenait d'une conférence aux États-Unis et tout le monde s'était mis sur ce truc qui s'appelait Twitter, dont la question qui était posée, enfin à quoi devait répondre le post, le tweet, c'était What are you doing? C'était pas What's happening. Après, ça a changé. Mais au début, c'était What are you doing? Et donc, il nous expliquait ce truc génial, là, dans la conférence. C'était génial. On était tous sur ce truc qui s'appelait Twitter, etc. On me disait What are you doing? Et moi, je l'écoutais. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce truc? Bon, voilà. Donc, on était à ce moment-là de l'intérêt, qui posait, ça posait plein de questions. Aujourd'hui, évidemment, le truc central, c'est l'IA. Et évidemment, ça pose des questions pour les journalistes.
Parce que ce ne sont pas forcément les mêmes acteurs, ce ne sont pas forcément les mêmes problématiques, ça n'a pas forcément la même influence sur les pratiques. Les réseaux sociaux et le Web 2.0 posaient des questions comme celle de la participation, celle du rapport avec les lecteurs-auditeurs. L'IA, par exemple, pose d'autres questions, des questions, par exemple, très pratiques pour les journalistes. C'est comment l'utiliser. Dernièrement, c'est marrant parce que donc, j'ai fait avec mon collègue de l'Obs, Pascal Richet, une interview de Yanis Varoufakis, dont je vous reparlerai après, donc l'ancien ministre des Finances grec, qui était le ministre des Finances pendant la crise grecque qui opposait la Grèce à l'Union européenne, à l'Allemagne en particulier, bon, hyper de gauche, etc. Et on fait une longue interview en anglais, on était un peu pressés et pour la décrypter, etc. Et donc, Pascal me dit vas-y, on va faire ça par l'IA. On l'a d'abord fait décrypter en anglais par un outil qui est à l'intérieur de la plateforme qu'on utilise à l'Obs qui s'appelle Slack. Peut-être que certains d'entre vous utilisent Slack. Donc voilà, vous prenez le fichier son, boum, vous le mettez dans Slack et il vous fait une transcription en anglais. Et après, cette transcription en anglais, on l'a fait traduire par GPT. Ce qui fait qu'en une demi-heure, on a eu le travail de 1 jour et demi du travail journalistique fait. Voilà. On était hyper contents, super fiers de nous, etc. Et donc on commence à faire le travail qu'on fait à ce moment-là quand on est journaliste, c'est qu'on reprend l'entretien, on reformule, etc. Et puis on en fait un truc au format. Bon. Et puis on commence à faire ce boulot-là. On s'était partagé le texte en deux comme on fait toujours. Et puis on se dit mais tu vois c'est marrant, il y a des trucs qui sont pas. C'est bizarre. Enfin, c'est-à-dire que c'était super bien fait, vraiment super bien fait. Le truc coulait, etc. Mais il y avait des moments de l'entretien qui n'y étaient pas. Et donc, on a réécouté l'entretien. Et par exemple, il y a un moment où Varoufakis nous dit qu'il adore TikTok. Ce qui est quand même bizarre, quoi, pour un économiste d'extrême gauche. Et ça y était pas. Et alors, du coup, vous êtes face à un truc, vous dites, donc l'outil me produit un truc qui est vraiment super. Moi, j'avais jamais vu, j'avais déjà fait des transcriptions comme ça par des outils, c'était jamais très bien. Là, c'était vraiment très impressionnant. Et en même temps, il manquait des trucs. Mais pourquoi ça manquait ? C'est-à-dire, quel avait été le choix derrière fait par la machine pour reconstituer un raisonnement en virant ces trucs-là ? Pareil, il y avait 2 minutes sur Mitterrand, ça y était pas. Pourquoi ? Et alors là, on était face à un abîme, quoi. On se dit, mais pourquoi la machine a fait ce choix-là ? Est-ce qu'elle a une alerte, par exemple, sur TikTok ? C'est-à-dire que peut-être, je sais pas, peut-être que Slack utilise un modèle américain qui veut pas parler de TikTok, mais en fait, on n'en sait rien. Voilà. Bon, c'est un exemple de questions que pose journalistiquement l'usage de ce genre de machin. Je vous parle pas du fait que vous pouvez tout à fait demander à ChatGPT quelles sont les 10 questions qu'il faut poser à François Hollande aujourd'hui et que vous faites 10 questions qui sont vraiment pas mal. Parfois mieux que les nôtres. Bon, toutes ces voilà. Bon, ouais, évidemment, il y a la question d'écriture des articles, etc. Bon, je vous en passe. Mais tout à coup, c'est-à-dire que on s'était posé il y a 15 ans la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire des réseaux sociaux. Ben là, on se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de l'IA. Donc voilà, il s'est passé plein de choses. Et en même temps, si on s'intéresse spécifiquement à la question du traitement du journalistique du numérique, en tant que thème ou en tant que sujet, est-ce que les choses ont vraiment changé ? Alors, on pourrait dire, dans un sens, oui, il y a quand même des trucs qui sont passés. Évidemment, le journalisme est travaillé formellement par la culture numérique. Écrire pour le web, ça n'est pas pareil qu'écrire pour un Mac papier. Même, quand je dis écrire, c'est former ses phrases, par quoi on va commencer, comment on va titrer, comment on va faire un chapeau, comment on va conduire son article, etc. Ça n'a rien à voir. Je pourrais détailler les différences, mais c'est 2 choses qui n'ont vraiment rien à voir. Faire un podcast, ça n'est absolument pas la même chose que faire une émission de flux. Voilà. Quand on fait une émission de flux, quand j'ai commencé à faire Place de la Toile toujours pareil 2008 ou je sais plus quand, bon, c'est que moi j'avais une émission à faire sur le numérique dans une chaîne où la moyenne d'âge d'écoute elle a un peu baissé, mais c'était genre 60 ans. De gens qui veulent entendre des trucs intello, des trucs culturels, et tout à coup, on leur balance dans le flux. C'est-à-dire, ils ont écouté une émission de littérature, après, ils vont écouter une émission, je sais pas, de géopolitique, et là, tout à coup, on leur parle d'Internet, quoi. Ils en ont rien à foutre. A priori. Et donc,
qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour les intéresser, pour pas qu'ils s'arrêtent, enfin, pour pas qu'ils quittent l'antenne, mais ça, à la limite, on s'en fout qu'ils quittent l'antenne, mais surtout pour pas les violenter, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, la radio, c'est un truc intime, on écoute la radio chez soi, etc. Si tout à coup, on leur balance des noms qu'ils comprennent pas, des problématiques dont ils ont rien à foutre, etc., c'est pas possible. Donc, du coup, voilà, ça implique tout un travail d'accueil, de commencer par montrer que cette question finalement rejoint des questions qu'ils ont, donc commencer par un exemple qui est un exemple finalement de l'ancien monde, voilà, et puis voilà, ou alors comment on aborde les questions techniques. Il faut rentrer dans la technique évidemment, mais comment on fait rejoindre la technique contemporaine avec peut-être des vieilles techniques qu'ils connaissent, etc. Ou alors même en tant que la posture du journaliste, par exemple. Moi, c'est là que j'ai inauguré ma pratique, qui est de passer pour un con. C'est-à-dire poser des questions super naïves. Voilà, parce que je me suis toujours dit que ce qui est hyper pratique, c'est hyper pratique parce qu'après ça permet de pas beaucoup travailler. Mais c'est un truc qui était aussi de me dire comme ça, j'intimide pas l'auditeur, quoi. C'est qu'il se dit ah ouais, il pose la question que je me posais. Voilà. Et alors au début c'est facile quand on n'y connaît rien parce que j'y connaissais rien, mais au bout de 15 ans ça demande un tout petit effort parce que comme on connaît des trucs, il faut se remettre dans la position de quand on connaissait rien, etc. Mais en fait c'est une position intéressante. Mais ça c'est une position d'accueil, quoi. Quand on fait un podcast, ça n'a absolument rien à voir. Vous faites un podcast, les gens s'abonnent, ils savent pourquoi ils s'abonnent. Ils commencent, ils ont soit écouté des épisodes, soit entendu parler, etc. Et donc il y a plein de choses que vous pouvez supprimer. Alors parfois c'est des suppressions très formelles. Par exemple, moi j'avais demandé aux réalisatrices du Code à changer. Au début je leur avais dit voilà, moi je veux pas de générique, mais pas de générique, quoi. Je veux que ça commence, que quand on allume un podcast, c'est pas du tout pareil que quand on est chez soi, qu'il y a une émission, il faut aménager une transition, etc. Quand on allume un podcast, on veut que ça démarre, quoi. Donc bam, début in medias res, comme dans la littérature, quoi. Alors ça évidemment, dans les pratiques radiophoniques, les réalisatrices elles disent ah mais non, mais il faut quand même qu'il y ait des éléments, qu'on dise ton nom, etc. Donc elles ont trouvé des moyens formels qui sont marrants. Mais c'est pour répondre à ce truc, ou aussi il y a des choses qu'on a moins besoin d'expliquer, quoi. On n'est pas obligé. Il y a cette question de l'accueil, par exemple, est une question qui est secondaire dans la question du podcast. Bon, ce n'est pas la même chose qu'une émission de flux, une émission de podcast. Et puis évidemment, il y a des formes qui sont apparues. Le live, par exemple, dans la presse écrite, c'est un truc. Bien sûr, les métriques aussi changent la perception qu'on a de notre travail. C'est-à-dire que, je sais pas, faut se remémorer ce que c'était que faire, par exemple, de la radio dans les années 2000. D'abord, vous aviez aucun retour d'auditeur ou d'auditrice. Aucun, si ce n'est quelques lettres qui arrivaient, en général, de taré. Donc écrit souvent sur l'enveloppe, ça commençait super mal, la lettre commençait sur l'enveloppe, etc. Bon, on pouvait pas en faire grand chose. Après on a utilisé les répondeurs téléphoniques, c'était pas dingue non plus parce que c'est très intimidant un répondeur téléphonique. Et puis arrivent les réseaux sociaux, évidemment il a tout à coup une possibilité d'interaction, etc. Mais surtout arrivent les métriques. C'est-à-dire que par exemple, quand on fait de la presse en ligne, on a un outil qui s'appelle Chartbeat, mais il y en a d'autres. Sur Chartbeat, vous regardez en temps réel. Vous savez le nombre de personnes qui sont sur vos papiers. Vous savez par où ils arrivent. Est-ce qu'ils arrivent par les réseaux sociaux, par Google, par machin, etc. Et Chartbeat, c'est l'enfer, quoi. C'est-à-dire que quand on était à rue 89, on avait tous les chefs et puis les journalistes qui avaient réussi à piquer le lien au chef avaient Chartbeat sur leur écran. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en temps réel en train de regarder qui regardait le site. Enfin, ça rend dingue. Ça rend dingue parce que du coup, vous testez des titres, putain, c'est mal titré, si on changeait le titre, etc. En fait, c'est que vous passez d'une politique de la pure offre à une politique de la demande. Les métriques, c'est ça, quoi. C'est ça la possibilité des métriques. Et évidemment, ça oriente la production. En direct, parfois presque en temps réel. Il y a aussi les stratégies de diffusion qui ont changé. Quand on lançait une émission à l'antenne il y a encore 20 ans, on faisait rien marketingment. Enfin, on lançait une émission, on essayait qu'elle soit le mieux possible. De toute façon, on savait pas qui l'écoutait. Bon, aujourd'hui, quand vous faites un podcast, vous avez des stratégies de diffusion ultra complexes. Alors, il y a des gens à Radio France spécialisés dans le marketing digital. Voilà, ils savent que il faut le mettre à telle heure, il faut le mettre sur telle plateforme, d'abord comme ci, d'abord comme ça. Il faut toucher des communautés, donc ils vont activer des trucs avec des communautés. Enfin, ça devient c'est tout un métier. Très admirable par ailleurs parce qu'on ne voit jamais leur travail, mais c'est un travail qui de fait opère, mais qui n'a rien à voir avec les stratégies de diffusion qui encore une fois reposaient sur l'envie d'un directeur ou d'une directrice d'une chaîne de dire tiens on va faire une émission sur le numérique, tiens vas-y, et puis on voit à quelle heure, vas-y à 11h le vendredi puisqu'il n'y a plus rien.
Voilà, en gros, c'était ça, quoi. Aujourd'hui, ça met en œuvre ça met en branle des savoirs, des pratiques, etc. de gens. C'est complètement autre chose. Bien sûr, les réseaux sociaux ont aussi énormément changé nos pratiques parce qu'ils servent de chambre d'écho à ce qu'on fait, mais parfois aussi d'agenda. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Je parle de chambre d'écho, non pas parce que c'est de nouveaux kiosques sur lesquels les gens achèteraient nos contenus, auraient accès direct à notre contenu. Parce que par exemple, quand on regarde comment les gens arrivent à un article publié sur le site du Nouvel Obs, en fait, la moitié des gens, en gros, viennent par le site. Donc finalement, de manière assez classique. Un tiers vient par Google, en gros, enfin Google et moteurs de recherche, et la part qui arrive par les réseaux sociaux est finalement très faible. Voilà. Mais l'existence sur les réseaux sociaux est essentielle pour donner l'impression qu'on est dans la conversation. Donc ça, c'est un truc compliqué aussi. Donc c'est extrêmement important. On ne peut pas se permettre d'être complètement absent tout en sachant que ce n'est pas par là que les gens vont avoir accès au contenu. Et puis, le problème aussi, c'est que de plus en plus, les réseaux sociaux servent de réservoir de sujets. Avec tous les biais que ça produit, puisque, comme vous savez, il y a des biais dans les discussions qui ont lieu sur les réseaux sociaux. Il y a des trucs très intéressants, évidemment, mais il y a aussi valorisation de ce qui est polémique, etc. Et donc, du coup, ça engendre un truc de survalorisation de contenu ou de sujets, etc., qui sont polémiques, qui sont clivés. Bon. Et vous voyez bien comment, par exemple, des chaînes comme CNews se nourrissent, mettent à l'agenda de leurs émissions plateau les discussions qui ont lieu dans les réseaux sociaux. Bon. Avec un effet de boucle qui est assez fascinant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont choper un truc qui commence à buzzer, le mettre à l'encan, typiquement Pascal Praud, il fait ça de manière quasiment automatique, le mettre à l'encan dans l'émission et lancer un raid. Typiquement, je peux vous donner un exemple de cette boucle qui est complètement infernale, d'une copine qui est chroniqueuse en fin de la matinale de culture. Donc elle est chroniqueuse culture. Elle critique des objets culturels. Et un jour, un lundi matin, elle décide de faire une chronique c'était sur Radio Classique. Elle part d'un papier d'un anthropologue dans AOC qui décrivait quelle était l'idée que se faisait Radio Classique de ce que c'est que la musique classique. Et elle dit, moi j'ai lu ce papier. Et puis du coup, je me suis dit, ce week-end, j'allais faire une expérimentation, c'était écouter Radio Classique et voir si cet article disait vrai ou pas. Elle connaît extrêmement bien la musique classique, elle a été musicienne, etc. Et donc, elle fait une chronique très marrante, un peu acerbe, évidemment, sur Radio Classique, en gros, en disant, l'idée que se fait Radio Classique de la musique classique, c'est des mecs, des vieux blancs qui font de la musique qu'on pourrait mettre dans les ascenseurs ou dans les cabinets de dentistes, etc. Enfin, rien sur... Et puis, elle énumère les trucs qui ne voient pas. Bon, voilà. Donc, voilà, mais c'est une chronique, enfin, elle fait son boulot, quoi. Enfin, elle fait un truc un peu méchant. Bon, il se trouve que le truc commence un tout petit peu à buzzer sur les réseaux. Donc, du coup, Pascal Praud en fait un sujet de l'heure des pros. Il répète 15 fois son nom. 15 fois que c'est France Culture. Ah, le service public. Ah, c'est plus ce que c'était. Ah, les woke. Ah, comme ça. Ah, et puis il donne le nom de la chroniqueuse. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Tu vois. Immédiatement raide dans les réseaux. Ça mobilise la fachosphère et elle se prend un shitstorm de la mort qui dure pendant 48 heures. Voilà. Bon, ça, par exemple, c'est une illustration très radicale de cet effet de boucle, quoi, où les réseaux donnent l'agenda de l'émission, enfin comment on pourrait dire, le menu de l'émission, et après, voilà, ça repart dans les réseaux comme ça avec un effet. Et ça c'est un truc qui est très néfaste. Et bien sûr, nous sommes pour être dans la conversation, c'est pour produire des articles qui vont alimenter la conversation, même s'ils ne vont pas forcément être beaucoup lus, mais enfin, au moins on apporte un contenu, un truc comme ça. On est évidemment très dépendant des réseaux sociaux. Et alors là, on tombe dans la dépendance des algorithmes de recommandation à l'intérieur des réseaux. Et alors ça, vous avez des effets qui sont des effets ultra rapides. C'est par exemple quand X décide qu'il va plus mettre le nom du média quand vous postez un article, il va plus mettre le nom du média, mais il va l'insérer dans la photo.
Donc on voit pas vraiment que c'est un lien, on voit pas vraiment d'où ça provient, il y a juste une photo. Enfin, ça par exemple, cette invisibilisation, ça joue directement sur notre apparition dans les réseaux sociaux. Le moment où Facebook a décidé de sous-pondérer les médias par rapport au contenu donné par des individus lambda, etc. Pareil, ça immédiatement, c'est-à-dire que l'effet est immédiat. Et là, vous avez tous les community managers de tous les médias français qui angoissent comme des dingues, qui cherchent des moyens, etc. Et vous voyez immédiatement l'effet, la puissance de ces changements de pondération qui vous font disparaître. Voilà. Alors, donc des changements évidemment, mais je ne pense pas pour autant que la pratique en elle-même est complètement changée au point qu'on pouvait l'espérer ou qu'on pouvait le craindre. Ou s'il y a des changements, disons qu'ils sont, de mon point de vue, le fait d'évolutions qui ne sont pas simplement des évolutions techniques. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre l'exemple que je vous donnais sur CNews, oui, il y a l'utilisation des réseaux sociaux comme chambre d'écho, mise à l'agenda, etc. Machin. Mais enfin, le problème de CNews, c'est pas un problème techno. Hein. Enfin, voilà, c'est un problème politique général, c'est un problème de à qui appartiennent les médias, quel est l'agenda des gens qui appartiennent les médias, enfin, à qui appartiennent ces médias, etc. C'est qu'il ne faut pas non plus ne voir ça que par le prisme techno. Hein. Mais plusieurs choses m'étonnent. D'abord, le fait que des médias qui avaient placé la question du numérique au cœur de leur stratégie éditoriale, sans pour autant être des médias spécialisés. Je pense par exemple à OVNI. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'OVNI. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent d'OVNI ici? Ouais. C'est marrant, il y a tout de suite c'est un truc générationnel. Hein. Ou alors Rue 89, hein, c'est des sites qui avaient mis la question du numérique, y compris thématiquement, hein, au cœur de leur souci éditorial. Bon, et ben. Alors, mais tout en étant des médias généralistes, hein, c'est pas des médias spécialisés. Et ben ces médias-là, soit ont disparu, c'était le cas d'OVNI. Hein, OVNI n'a pas forcément disparu pour cette raison-là, mais il a disparu. Ou alors, pour le cas de Rue 89 a muté. Alors, aujourd'hui, ça n'est plus du tout le numérique qui est au cœur des sujets de Rue 89. Des pratiques journalistiques ont apparu, certes, pendant tout ce temps-là, mais souvent hors des médias traditionnels. Par exemple, le fact-checking. Alors, évidemment, il y a Check News à Libé, hein, le petit service de Check News, mais à part ça, il faut reconnaître que le journalisme traditionnel ne s'est pas complètement emparé de la question du fact-checking. Alors qu'on trouve cette pratique très régulièrement alimentée de manière hyper intéressante dans les réseaux sociaux. Il y a des threads qui sont des super threads de fact-checking. Quand ça vous arrive à vous sur votre contenu, c'est horrible. Ou alors on voit aussi se glisser vers le web des formes très traditionnelles de journalisme, mais faites sous un autre mode. Je pense par exemple à Thinkerview. C'est très marrant Thinkerview parce que c'est vraiment, on pourrait dire, c'est 2 heures d'entretien avec quelqu'un en face cam, noir et blanc, enfin, etc. En plus, souvent avec des gens qui sont un peu connus quand même. C'est pas non plus des découvertes de dingue. Alors, c'est une sorte de gens, hein. Mais bon, c'est quand même des gens qui ont souvent une surface médiatique, etc. Puis tout à coup, ils sont interviewés 2 heures, etc. Enfin, c'est hyper classique, mais c'est fait autrement. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que c'est classique, c'est ce que ne faisait plus le journalisme traditionnel. Tout à coup, c'est repris. Voilà, et on se dit, mais ils vont faire 2 heures, ouais. Et puis ça marche hyper bien, des 900 000, des trucs, des scores absolument dingues. Mais c'est fait par des gens qui ne sont pas des journalistes. Et donc, c'est fait un peu différemment. La manière de poser les questions, le choix des invités, la temporalité, etc. C'est pas des trucs de journalistes. Bon. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est à la fois une forme qui n'a rien d'innovant, mais diffusée différemment, avec des questions différentes, des gens différents, des soucis différents. Et puis il y a même, pendant tout ce temps-là, depuis ce temps-là, je dirais, des ambitions qui ont disparu. Par exemple, je me pose tout le temps la question de savoir, mais où est passé le data journalisme? Pendant, je sais pas, 6-7 ans, on a parlé que de ça. Ouais, des data journalistes, il fallait former des data journalistes, il fallait faire de la donnée, il fallait faire des trucs, etc. En fait, on n'en fait quasiment plus. Alors, il y a des champs dans lesquels il y a des data journalistes, mais par exemple, tous les gens qui travaillent sur les scandales financiers, etc., qui de fait font du data journalisme, mais c'est pas tellement présenté comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont faire du data journalisme en amont pour fouiller les données, mais après, ils font des articles écrits hyper classiquement, enfin, typique Mediapart. Il n'y a pas plus, c'est hyper long.
etc. Enfin, c'est vraiment de l'article hyper classique, mais à la base, il peut y avoir un travail data. Mais tout ce travail de visualisation des data, etc., qui était un truc dont sur lequel on misait beaucoup, etc., il faut reconnaître que c'est pas. Alors, il existe encore des formats, etc. Ça, on en voit de temps en temps, mais il faut reconnaître que c'est pas quelque chose qui a énormément essaimé. Qu'en est-il des promesses d'autres formes? C'est un peu convergent. Nous, à Rue 89, pendant tout un temps, on essayait de faire ce qu'on appelait des formats waouh. Des trucs, ça glissait, etc. Machin. Bon. Mais quasiment plus personne aujourd'hui ne fait ça. Ou même l'ambition de faire ça, quoi. C'est vrai que ça a disparu. Moi, pourquoi? Évidemment, on sait pourquoi, parce que c'est hyper long à faire, qu'il faut faire travailler ensemble des journalistes et des designers web qui sont à peu près les deux populations les plus antagonistes que l'histoire est. Voilà. Donc, du coup, c'est compliqué, mais c'est quand même une ambition qui a disparu. Et puis, moi, un grand truc, pour le coup, qui est une autre ambition qui a disparu, c'est la question de la participation. Parce que si vous prenez par exemple Rue 89, enfin, je sais pas, voilà, c'était le pilier, c'était la participation, la communauté des riverains, les commentaires, répondre aux commentaires, la co-construction de l'information, etc. Mais plus personne. Enfin, aujourd'hui, les sites d'information qui se créent, il y a même plus de commentaires. Alors, il y a plus de commentaires parce que la discussion sur les articles, etc., a migré dans les réseaux sociaux, ça c'est possible, mais aussi parce que, en fait, c'est vachement compliqué d'animer une communauté de lecteurs. Ça prend un temps de dingue, parce que les lecteurs, et plus ils sont lecteurs et plus ils sont fans de votre contenu, plus ils sont méchants, que c'est hyper déprimant. Par exemple, à Rue 89, on faisait des permanences le week-end. Et donc, il y avait une seule personne en permanence. Donc, pendant tout le week-end, vous éditiez des articles qui avaient été écrits en fin de semaine, plus vous écriviez des petits papiers pour un peu alimenter. Et puis, le gros boulot, c'était la gestion des commentaires, etc. Bon, le dimanche soir, à 20h, quand vous arrêtiez, vous détestiez l'humanité. Hein. C'était vraiment, c'est-à-dire que, parce que vous saviez, l'article, vous saviez très bien que bidule et machin, ils allaient commenter direct 3 secondes après la mise en ligne pour dire des choses affreuses qu'il allait falloir leur répondre parce que nous construisons ensemble l'information. Et vous n'avez pas du tout envie de construire l'information avec eux. Et donc, et ce truc-là, mais en même temps, je dis ça de manière un peu méchante et tout, mais en fait, c'était un magnifique rêve, cette co-construction de l'information. Et force est de constater que ça n'a pas donné grand-chose, quoi. Et quand vous regardez en radio, moi, j'ai essayé d'expérimenter des trucs quand je faisais Place de la Toile. Alors, j'ai essayé des trucs. Alors, un moment, on m'a maqué avec des gens qui faisaient c'était un beau truc. C'était un studio de radio dématérialisé. C'est-à-dire que les gens pouvaient... j'ai l'impression de parler d'un truc paléolithique, mais en fait, les gens pouvaient appeler de leur téléphone. Moi, je les voyais apparaître, et puis je pouvais les mettre dans un studio dématérialisé. Et donc, j'avais fait comme ça des expérimentations qui étaient de prolonger l'émission. C'est-à-dire que, par exemple, je recevais un invité ou deux, et puis après, 2 heures après, on se retrouvait en ligne, on pouvait continuer la discussion. L'invité était lui aussi en ligne, et puis des gens pouvaient participer. Bon, en fait, ça marchait pas. Ça marchait pas pour plein de raisons. Alors, il y avait le coût technique, qui était pas énorme. Mais il y avait aussi le fait que, je sais pas, quand vous avez Bernard Stiegler, par exemple, le regretté philosophe Bernard Stiegler, en fait, faut du courage pour appeler et parler à Bernard Stiegler, en fait. Moi, j'étais payé pour le faire, donc voilà. Mais quand on n'est pas payé pour le faire, franchement, donc il y a aussi ça, l'intimidation, la prise de parole, etc. Alors du coup, j'avais imaginé d'autres choses. Pendant tout un temps, je faisais des émissions des auditeurs, donc à Noël ou des trucs comme ça. Je disais aux auditeurs, tiens, et auditrices, qui par ailleurs m'écrivaient beaucoup. Je leur disais, tiens, qui a envie de parler de quoi? Et donc, je sélectionnais 4-5 sujets, et les gens venaient les raconter à l'antenne, et ça. Mais c'est pareil. C'est hyper dur de venir raconter comme ça à l'antenne le sujet dont on a envie de parler. Est-ce que c'est des trucs qu'on fait? Est-ce que c'est des trucs auxquels on a pensé? Enfin, c'est pas si simple, quoi. Et puis finalement, si vous regardez aujourd'hui, alors il y a quand même un truc dans la participation qui s'est beaucoup accru par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure des lettres d'auditeurs qui sélectionnent par psychopathologie. Vous avez aujourd'hui, évidemment, l'interaction par les réseaux, ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire le fait de pouvoir être sollicité, de gens qui disent tiens, ça m'a fait penser à ça, etc. C'est extraordinaire, mais c'est quand même c'est un travail en amont, c'est un travail de source, c'est pas un travail de participation directe. Bon, et finalement, quand on regarde à la radio,
Alors, est-ce qu'on a fait mieux que le téléphone sonne? Ben, je suis pas sûr, quoi. Alors, sur le téléphone sonne, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont intégré des questions par WhatsApp. Ça leur a permis d'avoir des questions qui proviennent de gens qui n'ont pas très envie de téléphoner. Parce que c'est pareil, c'est super dur de poser une question au téléphone. Je sais pas si vous avez déjà essayé. C'est vrai que, parce que Fabienne Synthèse, elle est sympa, mais une fois qu'on dit, bah voilà, vous êtes dans le studio et que vous parlez avec elle, vous êtes à distance, vous avez un enfant qui passe derrière et tout, poser une question à Fabienne Synthèse, c'est un truc. Hein. Donc, du coup, il y a des gens qui préfèrent le faire par WhatsApp. Donc, ça permet de drainer une autre population. Mais en même temps, bah, c'est vraiment des formes de participation qui sont très pauvres, quoi, par rapport aux promesses de ce que ça pouvait être que la co-construction de l'information. Donc ça, et j'ai l'impression que c'est un chantier qu'on a un peu abandonné, la question de la co-construction de l'information, etc. On parlait de ça pour les données tout à l'heure. Et c'est vrai que là, on se dit, ben, voilà, c'est un chantier qui a été abandonné. Je suis étonné aussi de ne pas avoir vu apparaître de nouvelles références en matière de journalisme sur le numérique. Alors, c'est pas que j'aimerais un Alain Duhamel du numérique. Néanmoins, alors évidemment aussi, il y a plein de jeunes journalistes qui font un travail super, mais quand il s'agit d'éclairer le grand public sur un problème tech, eh ben, c'est un peu toujours les mêmes qu'on voit. Et les mêmes depuis longtemps, quoi. Je sais pas, dès qu'on parle de complotisme, d'extrême droite en ligne, on appelle Tristan Mendès France. D'ailleurs, je sais même pas s'il est journaliste. Bon, peu importe. Mais on appelle lui. Alors, quand on a de surveillants, quand on parle de surveillance, de machin, on appelle Olivier Tesquet. Enfin, ça fait 15 ans qu'on appelle Olivier Tesquet. Hein. Il est super. Mais c'est juste que c'est un peu toujours les mêmes personnes. Et pour ma part, je suis étonné qu'on s'intéresse encore à ce que je fais, alors que je suis pas très au point, parce que le numérique, c'est vraiment une part congrue de mon travail. Et puis que voilà, que j'ai tous les biais dont je vous parlais, que je suis vieux, donc je suis pas très au fait des nouvelles pratiques, etc. Et d'ailleurs, c'est pas du tout de la fausse modestie ce que je vous fais, mais c'était une vraie question quand j'ai lancé Le Code a changé il y a 5 ans. Voilà, je m'étais dit, au bout de 5 épisodes, ça prend pas, j'arrête, quoi. Et c'est pas grave, et c'est que d'autres le prennent en charge, etc. Mais juste, j'observe que, voilà, journalistiquement, il n'y a pas eu un énorme renouvellement de la population des journalistes qui s'intéressent aux questions numériques. Alors, pourquoi ? Je pense qu'il y a plein de raisons qui sont d'ordre différent. D'abord parce que même s'il y a aujourd'hui des journalistes geeks, eh ben c'est pas parce qu'on est geek que on a vraiment envie de faire du journalisme tech. D'ailleurs, quand on regarde les jeunes journalistes qui arrivent dans les médias, hein, en fait, ils ont plutôt envie d'être Fabrice Arfi ou Marine Turchi que d'être au service tech du journal, quoi. Voilà, les VSS, les affaires, etc. Ou le grand reportage, etc. C'est qu'au fond, les rêveries des jeunes qui arrivent dans la presse aujourd'hui, elles sont c'est plutôt Albert Londres que moi. Et c'est pas parce qu'on est millennials, par ailleurs, qu'on s'intéresse vraiment aux technologies. Ça, vous savez, c'est un truc qui avait été souvent remarqué par les gens qui avaient travaillé un peu ethnographiquement sur les millennials dans les entreprises. C'est qu'en fait, on présupposait des millennials qu'ils avaient un grand savoir tech, et donc du coup, on les foutait dans les services numériques en disant, mais toi, t'es jeune, t'as un portable, va faire la communication web. Et qu'en fait, c'était un truc auto-induit. Après, on disait, ah bah oui, les jeunes, ils sont dans le web. Bah ouais, on les met dans le web parce qu'on pense qu'ils savent. Et puis aussi, autre raison, parce que on ne sait toujours pas très bien quoi faire du numérique éditorialement parlant. Est-ce qu'il faut en faire un sujet en soi avec une rubrique dédiée, ou est-ce qu'il faut qu'il infuse partout ? Et ça, c'est une hésitation qu'on voit constamment depuis 20 ans. Si vous regardez par exemple la France Inter, vous avez un ou une journaliste tech à la rédac, voilà, jeune en général, et vous avez aucune émission dédiée dans la grille d'Inter au numérique. Il y a juste le truc que je fais, mais qui a un podcast natif et qui est mis en ligne, enfin qui est mis à l'antenne l'été, mais juste parce que ça leur file du contenu gratuit pour leur grille d'été. Hein. C'est pas parce que la question numérique les intéresse particulièrement. Hein. Et à Culture, ça c'est marrant de voir la circulation, c'est-à-dire que à la fin de Place de la Toile, il n'y a pas eu d'émission qui a remplacé. Puis il y a 2 ans, Le Meilleur des Mondes est mis à l'antenne. On se dit, il faut une émission sur le numérique à France Culture. Bam, on met Le Meilleur des Mondes à l'antenne. Et puis au bout de 2 ans, on le supprime. Au Nouvel Obs, il n'y a pas vraiment de journaliste tech. Enfin, c'est vrai que quand arrive ChatGPT, en fait, il n'y a personne qui suit vraiment ça, quoi.
Il y a des gens en écho, il y a des gens, voilà, il y a un peu de gens. Après, c'est des questions d'affinité, quoi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui est dédié au suivi de cette question. Et c'est à l'avenant, selon les médias, etc. Ce qui est quand même un truc un peu étonnant, quand même, eu égard à la place que ça prend dans nos vies, dans l'économie, etc. Que cette question soit toujours pas tranchée d'en faire un sujet ou pas, ou de le diffuser dans toutes les émissions. C'est une question. Ce qui fait que manque dans le journalisme, où le journalisme manque de culture numérique au sens le plus noble du terme, comme on a une culture politique, une culture artistique, etc. C'est-à-dire que voilà, les journalistes, je sais pas, qui font de la critique littéraire, ils connaissent la littérature récente. Voilà. Tandis que le journaliste qu'on va mettre ou la journaliste qu'on va mettre dans le service tech, elle connaît rien a priori. Donc manque aussi de connaissances académiques, c'est-à-dire que ignorance de la littérature numérique et de ses classiques, alors que dans un journal, tout le monde a lu les classiques, par exemple, de la science politique, les Trois droites de René Raymond, ou machin, les livres de Roland Vallon, etc., machin, mais personne n'a lu les classiques de la littérature numérique. Personne n'a lu Shoshana Zuboff, personne n'a lu, je sais pas, les utopies, le bouquin de, comment il s'appelle, de l'utopie numérique le truc sur la Silicon Valley, là, comment ? Voilà, le bouquin de Fred Turner, etc., qui sont les grands classiques de la littérature numérique. Personne ne les a lus dans un journal. Enfin, et surtout pas le ou la journaliste tech. Hein. Par exemple, moi, à Place de la Toile, il y avait, au fil du temps, parce que l'émission, quand je l'ai prise, elle avait déjà 2 ans, il y avait une bibliothèque hallucinante, parce que je recevais tout ce qui paraissait sur le numérique depuis, enfin, je sais pas, entre 2005 et 2011 ou 12. Tout ce qui paraissait m'était envoyé. J'avais une bibliothèque, mais absolument géniale. Qu'est-ce qu'elle est devenue ? Enfin, j'en sais rien. Je pense qu'elle a été jetée, mise dans des cartons. Ça, au mieux, elle a été versée à la bibliothèque de Radio France, où ses volumes pourrissent sur les étagères. Donc, pas beaucoup de sources et pas beaucoup de réseaux. Et en fait, moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles la question numérique, moi, je continue à la travailler un peu en parallèle ou en dehors de ce pourquoi je suis payé, c'est à cause du super réseau de sources que j'ai, quoi. Et notamment académique. C'est qu'en fait, en gros, les sujets, ils viennent à moi. Ça, c'est une chance énorme. Et ça paraît comme ça un peu trivial, la question du réseau, mais en journalisme, en fait, c'est central. C'est-à-dire que comment vous pensez que Arfi, il a ses infos ? Il a parce qu'il connaît tous les avocats, tous les juges, tous les flics, etc. Depuis des années. Voilà. Enfin, tous les journalistes, par exemple, qui travaillent sur les enquêtes, etc., c'est comme ça qu'ils font. Enfin, moi, à l'Obs, ma voisine, elle travaille sur les Corses, les flics et tout ça. Voilà, sa plus-value, c'est quoi ? C'est juste qu'elle appelle, c'est qu'en fait, Dupond-Moretti, ça fait 20 ans qu'elle le connaît, quoi. Donc le mec, il devient ministre de la Justice, mais en fait, elle l'a vu 40 fois, etc. Enfin, c'est comme ça que ça vient. Alors, bon, moi, je fais pas d'enquête, mais bon, j'ai quand même un bon réseau. Mais par exemple, voilà, si vous prenez quelqu'un comme Dominique Cardon, qui aujourd'hui dirige le Media Lab de Sciences Po, voilà, moi, Dominique Cardon, j'ai connu il y a 20 ans, il travaillait déjà sur les questions numériques, mais vaguement, etc. Et en fait, ça, c'est hyper important pour savoir qui fait quoi, pour être au courant des nouvelles, de ce qui se fait, je sais pas, des nouvelles recherches qui sont en train d'avoir lieu, etc. Et moi, il y a rien qui me rend plus joyeux que de tomber sur un nid de nouvelles chercheuses ou nouveaux chercheurs. Ça m'est arrivé récemment, je suis tombé sur un nid. Pas comme par l'intermédiaire de quelqu'un qui tout à coup m'a dit ah ouais, mais moi dans mes étudiants il y a quelqu'un qui fait ça, etc. Et je suis tombé sur un petit nid de même pas trentenaires qui mènent des recherches ultra intéressantes, etc. Et ça, quand on suit un sujet, voilà, c'est ultra enthousiasmant de voir tout à coup des nouvelles paroles, des nouveaux profils, etc. qui tout à coup vous éclairent différemment sur les sujets. Et puis c'est long à se constituer un réseau en fait. Ça prend du temps. Enfin, c'est de l'investissement. Enfin, je sais pas. Je vais pas vous faire pleurer, mais pour venir ici, je prends 2 jours de RTT. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est en plus de mon. Enfin, voilà, et ça prend. Voilà, et là, je vais rencontrer plein de gens. J'ai pris je sais pas, on a discuté avec Caroline que je connaissais pas, qui est élue du Parti Pirate à Strasbourg, et tout à coup, elle me parle de quelqu'un, etc. Enfin, ça prend du temps, quoi. Et ça prend du temps. C'est d'abord passionnant, hein, mais ça prend du temps. Et puis, il faut aussi de la
culture et un peu de diachronie pour aller au-delà de la production éditoriale, quoi, aussi. Parce que, par exemple, en ce moment, je pense que je reçois un livre par jour sur l'IA. La plupart avec des titres ultra effrayés. Comment l'IA va empêcher l'amour, comment l'IA va nanana, comment l'IA va machin. Et donc, on a toujours du mal à saisir cet objet. Ce qui fait qu'on rate des choses essentielles et qu'on tombe toujours dans plein de travers. Je vais en citer juste quelques-uns pour terminer. Par exemple, on a toujours, quand je dis on, c'est nous les journalistes, hein, on a toujours du mal à montrer que le numérique, c'est une question d'articulation des couches. C'est qu'encore aujourd'hui, vous pouvez avoir dans un JT, par exemple, enfin dans un JT ou dans un journal de radio, hein, un sujet sur, je sais pas, le ou la journaliste est allée dans un salon tech d'innovation et a vu, je sais pas, une fourchette connectée, c'est génial, la fourchette connectée. Et puis après, vous avez un autre sujet 3 minutes plus tard sur le vol des données personnelles, mais jamais en articule. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si c'était deux trucs différents. Voilà. Évidemment, je ne vous parle même pas de la question de la matérialité, quoi. On en parlait tout à l'heure avec Caroline. Et donc, la question de comment est-ce qu'on articule ces couches, ça, c'est un truc qui nous échappe journalistiquement. Et ça nous échappe journalistiquement pour toutes les raisons que je vous ai données, et notamment les questions d'inculture numérique. Voilà. En fait, le numérique, comme l'écologie, ça se ressemble journalistiquement parlant, c'est un champ où tout est relié. C'est un champ où c'est difficile de parler des usages sans parler du matériel, où c'est difficile de parler de l'économie sans parler de la sociologie. Et donc, ça demande moins des journalistes vraiment geeks que des journalistes qui puissent à la fois comprendre un minimum de maths ou je sais pas quoi, qui connaissent un peu l'économie, mais qui puissent lire les sciences humaines, qui puissent discuter avec des chercheurs, etc. Deuxième chose qu'on a du mal où on tombe facilement, c'est dans les paniques morales. Par exemple, dernièrement, la question des jeunes et des écrans. C'est-à-dire que c'est pas que les jeunes et les écrans, c'est pas un problème. Hein. C'est une question. Mais c'est que tout à coup, quand c'est mis à l'agenda pour des raisons de quoi ? De dérivation politique, je ne sais pas comment le dire, et ben tout à coup, les journalistes tombent dans le truc et se mettent à faire 1000 sujets sur l'horreur des jeunes et des écrans, sans du tout se rendre compte que, je ne sais pas, qu'il y a des gens qui ont écrit là-dessus, par exemple, depuis longtemps, que, je sais pas, il faut peut-être aller lire les textes de Danah Boyd, même si parfois ils sont un peu vieux, ou ceux plus récents qu'a écrit Anne Cordier, que, je sais pas, Bots, il faut peut-être arrêter de lui poser des questions débiles et aller voir les travaux qu'il a fait en en neurosciences, parce que c'est plus mesuré que les trucs de Démurger, voilà, bon. Et ça, ce manque de culture, de culture numérique fait qu'on tombe facilement dans ces trucs de panique morale, ou aller voir les psys, par exemple. Par exemple, dernièrement, c'était super intéressant parce que régulièrement, je sais pas pourquoi, je suis invité, alors que j'en ai rien à foutre de la... j'en ai pas rien à foutre de la psychanalyse. Mais disons que je suis pas un grand praticien de la psychanalyse. Donc, mais je sais pas pourquoi, je suis invité dans les congrès de psy, que j'adore. Ils sont très rigolos. Et donc, ce qui est très intéressant dans un an où j'ai été à Laval, c'est qu'il y avait plein de psys qui faisaient alors ce qu'on appelle, il y a deux, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui savent, il y a les cas et les, il y a deux récits deux manières de raconter des cas. Bref. Et donc, il racontait beaucoup de cas de jeunes. C'était sur le numérique et les jeunes. Et c'était vachement intéressant parce qu'il racontait le cas, voilà, c'est une personne qui arrive avec telle histoire, etc., machin. Et comme c'était un congrès sur les jeunes et le numérique, évidemment, il y avait toujours à un moment la question du numérique. Et ce qui était fou, c'est que, je sais pas, ils ont parlé d'une quarantaine pendant tout le congrès. Et on s'apercevait d'un truc qui ne théorisait jamais comme ça, mais qui apparaissait de manière très très évidente, c'est que jamais la pratique numérique était le point de départ du problème. Jamais. C'est-à-dire que jamais il parlait d'un môme qui allait super bien, et puis il a eu un téléphone, et là il s'est devenu suicidaire. C'est jamais comme ça. Bon, voilà. Et qu'en fait, on voyait bien que c'était beaucoup plus complexe. Beaucoup plus complexe que, par exemple, l'interaction entre ce qui se passait à l'école et ce qui se passait
chez lui était beaucoup plus complexe. Évidemment que la question par exemple, du harcèlement scolaire et de sa prolongation dans l'espace de la maison est un énorme problème. Le harcèlement scolaire, ça a toujours existé, mais le fait que le môme ne soit plus en sécurité quand il est chez lui, parce que le harcèlement continue en ligne, c'est un énorme problème. Mais j'ai demandé à tous les psys, je leur ai dit, mais est-ce que les harcelés dans les réseaux ne peuvent être harcelés que dans les réseaux? Ils m'ont dit, dans les cas qu'on a vus, jamais. Bon, et donc, encore une fois, c'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas de problème avec les écrans. C'est juste pour dire qu'il faut aller voir, quoi. Aller voir vraiment. Bon. Et ça, c'est un travail que journaliste tech ou journaliste tech, on a peu le temps de faire, que le manque d'acculturation, le manque d'intérêt, le manque de place accordée à ces questions empêche de faire. L'autre piège dans lequel on tombe du coup assez facilement, c'est de souscrire au discours de l'innovation qui va tout révolutionner. En gros, le discours marketing. Bon. C'est là qu'avoir un peu de perspective historique, c'est intéressant, parce que on se souvient de tous les trucs qu'on nous a vendus comme des révolutions et qui ont disparu ou muté. Là, j'ai marqué, par exemple, le Bitcoin. Mais comme j'ai parlé pendant 30 minutes avec Caroline, qui m'a dit « Mais non, le Bitcoin, c'est super », je ne développerai pas l'exemple du Bitcoin. Non, puis par ailleurs, c'est plus compliqué, puis en fait, c'est une histoire compliquée. Et c'est là où même, c'est marrant d'aller regarder dans une histoire plus longue. Alors, par exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Peut-être que ceux qui ont vu La Fièvre. Non, parce que dans La Fièvre, il parle tout le temps du monde d'hier de Stefan Zweig. Bon. C'est l'autobiographie de Stefan Zweig, donc le grand écrivain qu'on connaît surtout pour ses nouvelles et ses biographies. Et donc, Stefan Zweig, il écrit Le Monde d'hier, il y met le dernier mot juste avant de se suicider en 1943 au Brésil avec sa femme. Donc, il était viennois, juif, grande personnalité de la Vienne de l'entre-deux-guerres, etc. Et donc, il écrit cette autobiographie qui est vraiment un livre absolument magnifique, alors qui a été réactualisé par La Fièvre, parce qu'il décrit notamment la montée des fascismes, etc. Mais en fait, c'est intéressant, hein, mais en fait, le début du monde d'hier est très, très beau, parce que Zweig, il est né en 1881, et il dit alors voilà, mes parents, dit Zweig, ont vraiment vécu dans un monde hyper stable et hyper lent. Voilà, mes parents, en fait, en gros, entre le début de leur vie et la fin de leur vie, vraiment, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors que ma génération, c'est la génération des révolutions techniques, de l'accélération, etc. Et il fait une description de sa génération comme une génération où tout bouge hyper vite. Et de fait, quand il fait la liste de ce qui change, le cinéma, la radio, l'aviation, etc., c'est dingue. C'est-à-dire que pouvoir parler à distance en temps réel avec quelqu'un, c'est une révolution complètement folle, quoi. Le cinéma, enfin bon, tous ces trucs-là. Et vous lisez ça aujourd'hui, vous faites ah ouais. Ben non, mon gars, si t'avais connu Twitter, tu te trouverais super lent, quoi. Et en fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le sentiment d'accélération, le sentiment de vivre des révolutions permanentes, etc., en fait, il est possible que depuis le début du 19e siècle, toutes les générations l'aient ressenti. Ce qui ne veut pas dire que la nôtre n'est pas plus rapide, mais ce qui veut dire que la question de la vitesse du bouleversement, par exemple, on peut l'interroger historiquement. Par exemple, une fois, je discutais avec une dame qui s'appelle Clarisse Ehrenschmidt, qui est une dame absolument extraordinaire parce que c'est une historienne de l'écriture. Donc, elle est spécialiste de la Mésopotamie au moins 2500 Jésus-Christ ou un truc comme ça. Donc elle a écrit un livre absolument magnifique où elle retrace, ça s'appelle Les Trois Écritures. Elle retrace l'apparition de l'écriture des chiffres, qui a d'abord commencé, puis l'écriture des lettres, puis le code informatique. Elle dit voilà, les trois écritures, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, elle comprend aussi bien le code informatique que l'écriture cunéiforme. Ce qui est, je pense, elle n'est pas la seule personne au monde dans ce cas-là. Et un jour, je discutais avec elle, et puis elle explique voilà, qu'en Mésopotamie, l'écriture, elle apparaît pour noter des quantités. C'est en fait un compte de stock en fait, hein. Donc on met des bâtons, puis du coup on se dit tiens il faut mettre quand il y a 10 bâtons c'est trop, donc on va imaginer un signe qui résume les 10 bâtons, donc on invente un début de chiffre, etc. Puis après le problème c'est qu'il faut qu'on note de l'autre côté ce que c'est comme stock, et donc du coup on commence à symboliser le blé, le machin, etc. Mais juste je fais une parenthèse, mais qu'en fait on ne sait toujours pas
à quoi correspondent les signes des Sumériens, en fait. C'est qu'on sait quelle quantité, on sait qu'ils étaient super forts en arithmétique, mais on ne sait pas à quel stock ça, on ne sait pas si c'est des vaches, du blé, etc. Bon, mais peu importe. Et donc, je lui disais, ouais, mais quand même, par rapport à aujourd'hui où tout va très vite, je dis quand même en Mésopotamie, j'imagine que ça a mis un siècle pour que tout à coup on transcrive des chiffres et puis on mette des équivalents de mots et que tout le monde se mette à utiliser ça. Elle me dit, ah, mais pas du tout. Ça a pris quoi, 10 ans? C'est-à-dire qu'en fait, entre le début de l'inscription de signes et le moment où il y a un truc d'écriture dans une civilisation, 10 ans. Mais vous imaginez ce que c'est que l'arrivée de l'écriture dans une civilisation? C'est ce qu'elle dit. Hein. Peut-être que c'est plus, mais elle dit c'est pas une génération, c'est une petite génération. Et alors, il n'y a peut-être pas forcément généralisation, mais elle dit c'est une génération. Vous imaginez le bouleversement? Enfin, ça a dû être dingue. Bon. Et donc, du coup, tout ça pour dire que c'est toujours intéressant de remonter aussi, de diachroniser les questions tech, ou pas les questions tech en elles-mêmes, mais ce qu'on vit, nous, comme conséquence des questions tech. Peut-être aussi que avoir plus de culture numérique, etc., avoir plus de temps, plus d'espace, etc., permettrait aussi, mais ça je vais pas développer, de tenir une ligne de crête entre les deux ravins, mais que vous connaissez très bien, qui sont d'un côté la technophilie béate, et de l'autre la technophobie bas du front et viscérale, qui est tout aussi stérile. Et c'est être capable aussi de voir que ces situations évoluent. Tout à l'heure, je parlais de Bruno Patino, et c'est quand même intéressant le parcours de Bruno Patino du point de vue de son rapport à la technologie. C'est-à-dire que le mec qui crée le monde.fr, c'est un techno-évangéliste du monde de la presse. Il arrive à France Culture, il dit il faut numériser. Il participe au début de la numérisation de la chaîne et tout. Enfin, vraiment, et même Radio France lui doit beaucoup pour ça. Il passe son temps à expliquer que le numérique, c'est l'avenir de la presse, machin, etc. Et aujourd'hui, il écrit des trucs pour dire que c'est l'horreur, la tension, des poissons rouges, etc. Quoi. Et en fait, c'est intéressant aussi de diachroniser ces parcours. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un comme ça évolue comme ça? Est-ce que c'est des histoires? Évidemment, il y a l'évolution de tout un champ. L'évolution de Jaron Lanier, c'est pareil, c'est intéressant. Le type, il invente la notion de réalité virtuelle. Il est un des prophètes de la technologie, et puis on est aujourd'hui un des plus critiques. Alors évidemment, à la fois, il faut interroger le fait que c'est la technologie qui a changé, des utopies qui ont disparu, etc. Mais c'est aussi peut-être des questions de positionnement personnel à l'intérieur d'un champ. Et donc tout ça aussi, il faut l'interroger pour pas tomber dans les pièges les plus évidents. Et puis la dernière chose qu'on a du mal à faire, et qui est sans doute la plus importante, c'est à politiser les questions numériques. Alors qu'en fait, évidemment, mais là j'imagine que je prêche des convaincus, la politique est absolument partout, à la fois dans le rôle que jouent les grands patrons du numérique, c'est assez évident, jusqu'à l'entraînement des modèles de langage. J'avais fait un épisode du Code à changer qui m'a frappé avec une chercheuse en sociologie qui avait travaillé sur les annotatrices de la Cour de cassation. C'est vachement intéressant. C'est qu'en gros, l'histoire, c'est que donc au moment du vote de la loi sur la République numérique d'Axel Lemaire, on décide de l'open data des décisions de justice. Voilà. C'est a priori super. Hein. On va pouvoir travailler sur les décisions de justice, faire travailler des modèles dessus pour voir s'il y a des variations, s'il y a des inégalités, plein de trucs très intéressants, voire pourquoi pas faire de la prédiction, etc. Donc, mais pour ça, il faut des données, donc il faut les mettre en accès libre. Or, il y a un énorme problème, c'est que il faut les anonymiser, évidemment. Et qu'il y en a 4 millions chaque année qui sont prises des décisions de justice. Et donc, du coup, comment on va anonymiser 4 millions de décisions de justice? Donc, on se dit, on va le faire automatiquement. Donc, on va utiliser des LLM et les entraîner à distinguer ce qui est identifiant de ce qui n'est pas identifiant. Et donc, du coup, c'est la Cour de cassation qui se retrouve à faire ça et qui engage qui utilise une vingtaine de fonctionnaires de catégorie C, des dames, qui vont entraîner la machine
à distinguer ce qui est identifiant ou pas, etc. Alors on leur crée évidemment des catégories a priori, on leur dit bah voilà, un nom c'est identifiant, une adresse c'est identifiant, etc. machin. Bon. Mais après, elle se retrouve à devoir voilà, entraîner le modèle. Évidemment, il y a des choses qui sont évidentes, et puis il y a des choses qui sont beaucoup moins évidentes, mais sur lesquelles elles doivent statuer, elles. Voilà. Et elles n'ont pas tellement de recours, en fait. Et donc, du coup, elles discutent entre elles. Et ça, c'est ce que montre la chercheuse de manière passionnante, c'est qu'elles sont là toute la journée, elles disent « Ah, un nom de cheval, c'est identifiant ou pas ?» Et donc, elles discutent de savoir si un nom de cheval, c'est identifiant. Et puis, il y a des problèmes, parce que par exemple, il y a des confusions parfois entre les lieux-dits et les noms de personnes. Alors, je crois que c'est en Kanaki, il me semble, qu'il y a un truc comme ça, où les noms de personnes peuvent être des noms de lieux. Donc ça devient ultra compliqué. Donc là, wow, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bon. Et puis, elles ont... les différentes dames, elles n'ont pas la même vision de ce que c'est que la vie privée. Donc parfois, il y en a qui ont une vision beaucoup plus extensive que les autres. Et en fait, ça, c'est vachement compliqué parce que quand on entraîne un modèle de langage, un même modèle de langage, en lui donnant des indications différentes, il se paume. Donc du coup, elles discutent de ce que c'est que la vie privée, etc. Voilà. Et donc, elles ont un sens elles ont mis du temps. C'est qu'on leur a jamais expliqué exactement ce qu'elles faisaient. Elles ont fini par le comprendre presque d'elles-mêmes, de le déduire. Et tout à coup, elles sont ensevelies sous la responsabilité. C'est-à-dire qu'elles se disent, merde, si la décision que je prends, elle est généralisée. C'est-à-dire si ça devient la norme de l'anonymisation pour toutes les décisions de justice en France, voilà. Et donc, par exemple, il y en a qui sont super sensibles aux lieux et aux prisons. Est-ce qu'on met les prisons ou pas? Est-ce qu'on anonymise les prisons ou pas? Enfin, ouais. Et donc, du coup, il y en a qui disent, mais non, et elles discutent de ça. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en annotant, donc en entraînant le modèle de langage, en fait, elles font de la politique. Voilà. Donc, vous voyez, donc, évidemment, c'est ça qu'il faut interroger. Il faut interroger à la fois la macrostructure des grands patrons, des trucs qui nous apparaissent, ou du fait, par exemple, que le Nouvel Obs soit possédé par Xavier Niel. Et aussi, il faut regarder comment est-ce que, par exemple, dans la notation, il y a de la politique qui se joue. Bon, voilà, donc il faut faire de la politique. Bon, merci beaucoup pour votre attention et on peut vraiment discuter.